bienvenue. Bienvenue au festival Forêt en Seine. Forêt en Seine, c'est un festival de l'Office national des forêts qui se déroule partout en France cette semaine. Parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais jeudi dernier, il y a 2 jours, le 21 mars, c'était la Journée internationale des forêts. Et donc ce festival a vocation à donner un grand coup de projecteur sur nos forêts, sur leur état de santé, sur leurs usages, sur leurs bienfaits. À Paris, nous sommes ici donc à l'Académie du Climat, que je remercie pour leur accueil. Et nous avons eu un cycle de conférences. Tout à l'heure, c'était sur le bois dans tous ses états. Et aujourd'hui, ça sera une conférence sur l'art animée par Alice Audouin pour explorer comment la forêt est source d'inspiration. Je vous remercie. Ton introduction était courte. Je pensais que tu allais décrire un tout petit peu les forêts françaises, votre périmètre d'action, etc. Le temps que les personnes arrivent. Oui, effectivement, il y a encore du monde qui s'installe. Peut-être un mot, effectivement, sur les forêts en France. La grande actualité aujourd'hui, c'est le changement climatique. Malheureusement, et comme dans beaucoup de thématiques, nos forêts souffrent et ne sont pas en bonne santé. Ça veut dire que les sapins et les hêtres rougissent. Ça veut dire que les épicéas sont attaqués par une petite bébête qui s'appelle le scolite. Les châtaigniers, et c'est particulièrement vrai en Île-de-France, souffrent d'une maladie, la maladie de l'encre, qui attaque leurs racines. Et même le chêne, le roi des forêts, est aujourd'hui menacé. Alors pas partout, mais dans certaines régions, il souffre. Donc face à ce constat qui n'est pas très réjouissant, les forestiers agissent de diverses façons, et notamment avec un maître mot qui va être la diversité. Dans la conférence précédente, un de mes collègues forestiers disait dans les parcelles forestières, on avait plutôt ce qu'ils appellent une essence objective, ce qui, dans mes mots à moi, veut dire une essence dominante. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire la règle, mais le fil rouge qui suit, c'est plutôt 3 essences. Parce qu'effectivement, quand il y a des essences qui connaissent des destins funestes, vous avez peut-être connu les ormes qui ont été attaqués il y a 30 ans par une maladie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ormes en France. Le frêne, par exemple, est aussi en train d'en prendre le chemin. Malgré ça, restons optimistes. Les forestiers sont à la tâche, œuvrent. Mais il faut avoir bien en tête que nous sommes dans le temps long. Donc tous ces résultats-là, toutes les équipes de l'ONF ne verront jamais les résultats et les options qu'ils testent aujourd'hui. Mais faisons leur confiance, car ce sont des professionnels, car ce sont des experts de cette thématique. C'était bien utile, justement, que tu complètes avec ces informations, même si voilà, elles sont alarmantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc, à l'ONF d'ouvrir son champ de réflexion et aussi d'action à l'art, aux artistes. J'ai la chance, je m'appelle Alice Audouin, présidente fondatrice d'Art of Change 21 et aussi commissaire, d'accompagner l'ONF dans cette relation avec les artistes depuis plusieurs années. Et nous nous retrouvons, c'est une sorte de petit rituel, chaque année dans cette salle. Nous y avions déjà accueilli Eva Jospin, Fabrice Hibert, qui est par ailleurs ambassadeur du fonds Agir pour la forêt de l'ONF, Pablo Reynoso, également Lionel Sabaté, Vincent Laval. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir 3 artistes. Alors vous dites, mais qui est Voilà, avec une petite surprise, une personne mystère en plus, qui est, je vais commencer par vous, Fabienne Cousin, qui dirige le service culturel du Petit Palais, car nous avons une actualité en ce moment qui est importante, qui est l'exposition de Théodore Rousseau, qui s'appelle La Voix de la forêt. Fabienne nous la présentera à la fin de notre échange. On verra 2-3 visuels, mais surtout, pourquoi on tenait absolument à voir Théodore Rousseau avec nous, c'est que c'est un artiste qui chef de file de l'école de Barbizon et qui justement s'est considérablement impliqué pour la préservation
de la forêt. Et donc cette exposition se tient actuellement et on va en reparler. Je présente mes autres invités. Eh bien, je démarre par ma gauche, Niels Udo. Niels Udo qui parle parfaitement français, qui est arrivé dans les années 70 à peu près en France, qui maintenant vit dans la Haute-Bavière et qui a aussi une petite cabane justement dans un endroit merveilleux dont j'espère qu'il va nous parler. Et Niels Udo, ce qu'on ne sait pas toujours pour ceux qui connaissent son travail, c'est qu'il a démarré justement comme peintre au tout début de sa carrière. Et donc ce que l'on connaît de lui, ces grandes installations justement dans des éléments naturels, viennent après. Et on va voir que la peinture, en fait, n'a jamais quitté ce parcours et qu'elle est de plus en plus prégnante et toujours pour parler de forêt. Je me tourne à ma droite vers Angeleccia, dont le nom en Corse... Alors, Anne Bentayeb de l'ONF, que je remercie, avait écrit « artiste corse ». Je dis quand même, c'est un peu... On peut peut-être l'enlever, « artiste corse », comme une particularité forte qu'il fallait qu'on annonce. Et en fait, elle avait sans doute raison, parce que ton nom en Corse, c'est un chêne, et beaucoup de ton travail vient justement, de votre travail, il faut que je dise vous à tout le monde, vient justement de cette particularité insulaire corse et qui vous a donné un regard sur la forêt, mais aussi au travers un regard sur l'ensemble d'autres éléments. On connaît votre travail aussi lié à la mer, les océans, et justement on va explorer, et ce sera via une vidéo, ce parcours où la forêt va servir aussi de fil directeur de votre présentation. Et je présente Lélia Demoisy, donc, qui est une jeune artiste qui est sortie, si je me souviens bien, des Arts Déco, de l'École des Arts Décoratifs en 2015, et donc qui travaille aussi autour de la forêt. Elle va vous parler d'un cèdre important aussi dans sa vie, qui est également un fil conducteur de son travail. Et j'ai envie de dire que ce qui est souvent récurrent et confirmé une fois de plus ici, c'est que vous avez des artistes qui ne vivent pas spécialement tout le temps en ville et qui justement, on a parlé de la petite cabane de Niels. Lélia vit à 50 km de Paris. Vous, Ange, vous avez en Corse un lieu également au cœur de la nature. Et donc, nous avons aussi un double témoignage, à la fois à travers des œuvres, mais aussi une vie qui se fait proche, au sein, en dialogue avec la nature. Donc, la forêt va être abordée par les artistes, y compris aussi du point de vue de leur vie quotidienne et pas simplement leurs travaux. Alors, avant de commencer par Niels Udo, mon voisin, je donne juste la parole pour 1 minute à Fabienne Cousin, qui a un petit exercice en plus. Elle va travailler sous un angle assez original, qui est de tisser les relations entre ce fameux Théodore Rousseau du 19e siècle et nos 3 invités, parce que, justement, on voit que dans cette relation à la forêt, à la nature, certains traits, certains gestes se perpétuent, et on bouclera justement avec aussi l'histoire de l'art grâce à vous. Merci Alice, bonjour à tous. Je te remercie Alice de me proposer de faire plus ou moins la modération. Bon, bref. Je suis très contente d'être là. Je remercie bien sûr l'ONF et l'Académie du Climat. Le Petit Palais, effectivement, présente l'exposition sur Théodore Rousseau. Théodore Rousseau qui, pourrait-on dire, est le premier artiste qui s'engage pour la nature, qui va mener un vrai combat et qui a effectivement beaucoup de similarités avec nos 3 artistes présents, dont j'ai épluché les œuvres et l'existence. Et je vous présenterai les choses un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Théodore Rousseau apparaît à une époque où on est
Il y a une bipolarité très forte en 1830, à l'époque où il commence à être actif, et c'est un artiste qui va être pris entre le feu de la découverte des sciences du vivant qui se développe très fortement, où on s'aperçoit que nous faisons partie du tout, de cette nature, et puis à côté de ça, l'autre côté de l'angle du pôle, c'est celui de l'industrialisation qui est en train de mener sa course. Donc c'est un artiste qui va nourrir ça et qui va en faire quelque chose, en premier en révolutionnant l'art du paysage, ce qui n'est pas rien. On pense bien sûr beaucoup à nos impressionnistes, on en reparlera sûrement avec Ange Leschia, mais Théodore arrive une génération avant et va apporter un bouleversement total. Et ce bouleversement, qui est né de son rapport avec la nature, parce que lui-même aussi habitait dans les bois, en forêt de Fontainebleau, va l'amener à avoir un engagement très fort, un combat qui va mener jusqu'à obtenir la création par les pouvoirs publics d'une réserve artistique, donc la première réserve naturelle au monde, en 1853. Voilà, c'est vraiment une très belle introduction sur le rôle peut-être aussi de l'artiste pour la préservation de la forêt. Alors Nils Oudot, on va démarrer ensemble. Alors, c'est très simple, il suffira de dire image suivante. Est-ce que vous voyez l'image qui apparaît bien et qui est là? On démarre par la première. Et donc, on va parcourir quelques œuvres et voilà, de votre travail. Ah oui, pardon, oui. On m'entend, oui. Donc là, nous sommes en 1978. Là, je suis dans les Landes de Lunebourg, en Allemagne du Nord, et je réalise mon premier grand nid. Et je suis arrivé à l'époque, comme je le suis encore, comme je le fais encore aujourd'hui, et toujours, sans aucune idée préconçue. C'est-à-dire, j'avais une invitation d'une galerie qui se trouvait dans un village, dans cette région-là, et on m'avait demandé si je pourrais leur faire une pièce dans la nature autour du village. Alors, je me suis promené autour du village, dans les forêts. J'avais ramassé beaucoup de plumes. Et voilà, c'était l'idée de faire un nid, un grand nid tout d'un coup. Et ainsi, j'avais la chance de pouvoir avoir beaucoup de boulot abattu par les paysans de la région qui n'aimaient pas ce bois parce qu'ils les demandaient qualité. Donc, je pouvais les avoir. Et voilà, j'avais donc fait venir de la terre et modeler la terre. Et puis après, j'ai bâti mon nid, le premier nid en 1978. Voilà. Et d'ailleurs, l'autoportrait de Nils Oudot, c'est lui au fond du nid. C'est quand on demande un portrait de l'artiste, il donne cet autoportrait où il est au fond et c'est une photo en noir et blanc. Alors le nid, c'est très important. On pense aux oiseaux qui, bien sûr, vivent dans la forêt, mais pas simplement. Le nid a une fonction aussi symbolique. On va regarder justement, peut-être toujours dans la suite de ces nids, on va voir deux nids. Ce premier qui est au cœur de la Fondation Carmignac, mais on va peut-être s'arrêter sur le second. Et le second est dans un lieu qui justement est dans la propriété de Pierre-Alain Chalier, galeriste de Nils Oudot, fervent ami et défenseur. Donc ça, c'est un autre nid justement qui a eu lieu. Oui, là, donc à l'île de Porquerolles pour la Fondation Carmignac. C'était à l'occasion de l'ouverture de leur fondation dans l'île. J'avais donc une demande si je pouvais leur faire une pièce. Et comme toujours, je me suis promené dans cette île sans savoir ce que je veux faire. Et je ne pourrais pas vous dire pourquoi finalement je me suis arrêté sur cette idée-là. Parce que de toute façon, il fallait faire quelque chose de pérenne qui reste. Hein. Donc voilà, je suis tombé sur cette idée, une vieille idée que j'avais déjà dans ma tête depuis quelques décennies, c'est-à-dire de fabriquer quelques œufs de marbre de très grande dimension. Et voilà, j'ai repris cette vieille idée. Et les œufs ont une longueur de 2,15 mètres et ils pèsent 4 tonnes, je ne sais plus combien. Hein. Bon. Et voilà, j'avais choisi l'emplacement dans la forêt, pas loin de l'édifice de la Fondation. Et celle-ci
et celle-ci, donc cet autre nid, la clairière. Là, la clairière. Voilà, la clairière, je l'ai réalisée dans le parc du château de Lascours, dans le Gard. Voilà, mon galériste Pierre Chalier m'avait raconté de son souhait il y a déjà une vingtaine d'années. Si jamais il pourrait acheter ce château, je lui avais dit, promis, si jamais tu l'achètes, je vais te faire une pièce dans ton parc. Et voilà, il l'avait acheté, et voilà le résultat. J'avais choisi un endroit qui me plaisait bien, une petite clairière dans cette forêt entourée en partie de bambou. Et ainsi, j'avais modelé d'abord un cercle de terre, et dedans, j'avais mis de la roche volcanique, et dessus, des œufs de marbre blanc venus d'Italie, et autour planté des bambous qui venaient de la bambouserie à côté. Et voilà le résultat. Et après, il fallait le photographier. Alors, on fait juste une toute petite pause parce que là, on démarre déjà des explications plus concrètes liées aux œuvres. Mais la forêt, de manière un peu plus largement dans votre vie, dans votre travail, si vous deviez décrire sa place, décrire votre relation. Alors, écoutez, l'arbre et la forêt, c'est le cœur même de mon travail depuis toujours, depuis les débuts, en 1612. 72, oui, voilà. Donc, je vivais à l'époque déjà dans un tout petit village, en Haute-Bavière, tout seul. Et en 72, j'avais décidé d'arrêter la peinture. Je venais de la peinture, je peignais, et le thème a toujours été la nature. Mais je me suis dit un jour, j'étais dans une impasse, et j'ai vraiment décidé d'un jour à l'autre d'arrêter de la peinture et de travailler avec cette nature. Et j'avais tout de suite commencé à louer des terres autour du village, chez les paysans autour du village. Et c'est là, j'avais commencé en 72, de réaliser mes premières plantations d'arbres, d'arbustes, de fleurs, etc., etc. C'est comme ça, j'avais commencé mon travail avec la nature, encore une fois. La forêt, c'est une source d'inspiration absolument inépuisable. Et depuis, j'ai travaillé dans 35 pays autour du monde, et souvent, je me trouve dans une autre forêt. Et chaque fois, je travaille avec les variétés qui existent sur place. J'arrive comme toujours sans la moindre idée, je réagis sur la situation et j'expose en quelque sorte ce que je fabrique. C'est-à-dire, autrefois, un peintre peignait le paysage et moi, comme réaliste, j'expose la nature comme telle. Et je me cherche un prétexte qui me permet d'ouvrir les yeux et les cœurs à la réalité de la nature. Je suis un réaliste. Alors, je travaille avec ce que je trouve dehors et j'essaie de le montrer. Encore une fois, pour ouvrir les yeux des gens. Voilà. Et justement, j'utilise pas le mot land art avec vous parce que il y a eu tellement de choses faites dans le land art qui consistaient justement à ne pas interagir paradoxalement avec la nature. On pouvait la modifier, mais il n'y avait pas cette quête de relation et pas toujours ce geste écologique qui vous caractérise. Et ce qui fait que c'est un mot qui, moi, ne me vient pas toujours quand je pense à votre travail, parce que pour moi, vous faites plus des installations dans un milieu naturel. Et je pense que le mot land art a trop de variétés, trop d'expressions qui pourraient être, pour certaines, en contradiction avec votre démarche. Oui, il est vrai que je n'aime pas beaucoup le mot land art en ce qui me concerne, parce que les land artistes américains ont en partie amené du béton armé dans la nature. Ça n'a rien à voir avec ma démarche. La nature est mon thème, c'est-à-dire quand je me trouve dans la nature, une expérience dans cette nature me mène ou à réaliser une installation avec cette nature, dans cette nature, ou alors je peindre un tableau dans mon atelier, c'est-à-dire ces deux disciplines, travail dans la nature et peinture dans mon atelier, sont les deux faces de la même médaille.
Et qu'est-ce que je voulais dire là? Eh bien, ça tombe bien, on va regarder l'image suivante. Et là, on va découvrir un radeau qui a vécu le temps de toutes les saisons. Qu'est-ce que c'est? Là, je suis dans la Creuse. Et donc, Dans la Creuse. Oui, dans la Creuse. J'avais donc cette demande de pouvoir réaliser dans cette belle région quelque chose. Et comme c'était l'automne, j'avais choisi une feuille d'un arbre qui pousse très largement dans cette région-là. Et je l'avais agrandi avec les charpentiers, les menuisiers du village du coin là-bas. Et ainsi, j'avais fait réaliser seulement la moitié d'une feuille. Et l'autre moitié se reflète dans l'eau. Et après l'avoir terminé, je l'avais déplacé le long des rives, le long des différents paysages. Elle s'est déplacée comme un radeau. Comme un radeau, tout à fait, oui, un radeau. Et de temps en temps, j'avais photographié la pièce avec son arrière-fond. Et chaque fois, j'ai obtenu une autre photo qui enrichit donc cette idée qui est de montrer ce paysage très, très fort et très particulier de la Creuse. On peut peut-être encore continuer notre... Alors ici, on voit une forêt derrière, mais alors on ne peut pas dire que les vignobles de Champagne soient des hauts lieux forestiers. On sait que vous avez collaboré avec la Maison Ruinart, qui justement explore l'idée de vitiforesterie, donc de collaboration maintenant entre l'univers de la viticulture et de la forêt. Et vous avez conçu une œuvre tout à fait particulière dans le vignoble, parce qu'elle a en plus une fonction. Elle rend une sorte de service écosystémique sur place. Donc, c'est la maison Ruinart, donc la plus ancienne maison de Champagne. Et cette maison a décidé de faire un mouvement qui consiste à enrichir la biodiversité de leur vignoble. C'est ainsi qu'ils ont arraché des milliers de ceps de vigne pour créer des couloirs dans leur vignoble. Et après, ils m'ont demandé si j'avais une idée de faire quelque chose dans ce sens-là. Alors voilà pourquoi j'ai érigé 3 pièces avec un tronc de chêne, avec des branches de pin et dessus un tas de ceps de vigne. Et tout cela, donc 3 fois dans un tel couloir, et tout cela pour inviter les oiseaux de revenir dans les vignobles, de s'installer dedans. Et aussi, j'avais fait percer beaucoup de trous de différents diamètres et de longueur dans les troncs pour attirer aussi les insectes de la région. Voilà. La pièce s'appelle Habitat au pluriel. Et je sais que vous êtes très vigilant sur le fait de ne pas utiliser de clous. Vous essayez non seulement de récupérer tous les éléments localement, mais dans la fabrication, vous êtes très vigilant aussi sur les outils que vous utilisez. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'utiliser uniquement les matériaux de la nature, rien d'autre. Mon thème, c'est vraiment la nature, c'est-à-dire mon œuvre d'art, c'est la nature elle-même. Et donc cette pureté, c'est le cœur même de mon travail, uniquement de nature, rien d'autre. Et c'est le cas aussi, bien sûr, là-bas, dans les vignobles. Est-ce qu'on a... Alors là, on avait parlé de peinture, cette carrière qui démarre avec la peinture, puis la peinture s'arrête, mais elle revient et on voit la forêt. On va avoir un deuxième visuel aussi d'une peinture, si on peut la voir. Voilà. Donc, voilà, vous parliez justement des 2 facettes de la même médaille. Donc ce travail-là, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots à travers ce médium?
Écoutez, je viens de la peinture hein, et je peignais jusqu'en 1971. La nature, toujours la nature. Et comme je me suis arrêté en 72, et j'avais travaillé pendant plusieurs décennies uniquement avec et dans la nature, tout en abandonnant ma peinture, mais tout d'un coup, je savais que tôt ou tard, la peinture va revenir. Parce que c'est un autre mode d'expression qui me permet de communiquer avec le thème de ma vie qui est la nature, dans une autre manière. Et ainsi, voilà, j'ai repris la peinture, et tout en continuant mon boulot dans la nature, c'est-à-dire je fabrique les deux disciplines parallèlement depuis pas mal d'années déjà. Voilà. Et la nature est inépuisable, donc la thématique est absolument inépuisable. Voilà, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas dire mieux, quoi. Mille merci. De toute façon, vous aurez des questions. On va avoir un temps d'échange aussi avec la salle. Vous parliez de votre galerie Pierre-Alain Chalier. Il y a en ce moment, je tiens à le préciser, une exposition qui traite aussi des forêts et du monde naturel en ce moment dans la galerie avec l'artiste Stéphane Erwan Dumas. Eh bien, on change peut-être d'époque, dans le sens où est-ce qu'on peut considérer que la génération à laquelle appartient Lélia a peut-être une différence avec la vôtre, Nils Soudo, qui n'est pas du tout l'âge, mais qui est peut-être d'être né déjà à un moment donné où la crise écologique était prégnante, était déjà une donnée de leur époque, et que, contrairement à peut-être des générations antérieures qui ont choisi l'écologie comme thème de travail, qui s'y engageaient, eh bien, pour votre génération, c'est je veux dire, une rencontre immanquable dès lors que vous dialoguez avec votre époque même, sachant que on sait que, en effet, les rapports du GIEC datent des années 90, et donc on est dans un contexte un tout petit peu différent par rapport à cette dimension environnementale. Mais il y a aussi énormément de continuité, notamment dans ce souhait, y compris pour une jeune artiste qui n'a pas choisi la branche études du 11e arrondissement, mais justement de vivre à 50 km de Paris, voilà, d'avoir aussi un choix de vie qui permette d'avoir une relation avec la nature. Donc voilà, vous avez déjà la chance d'être exposé en galerie by Lara Sedbon. Hélène Gébert, qui co-dirige cette galerie, est aussi quelqu'un qui est un peu dans notre milieu une figure montante de ces relations entre l'art et l'environnement. Vous avez aussi la chance bientôt de collaborer là encore avec la Maison Ruinart, mais surtout vous avez un parcours extrêmement complet où la forêt est un fil directeur de votre travail. Donc si vous voulez donner une introduction, et puis après on a des images de vos différents travaux qui vont nous permettre de mieux comprendre votre démarche. Oui, bonjour. Merci beaucoup Alice, et merci pour cette invitation, parce que je suis vraiment honorée d'être présentée aux côtés de ces deux artistes absolument incroyables. Donc effectivement, j'appartiens à cette nouvelle génération, mais j'entends Nils parler, et en fait, je trouve que c'est la même sensibilité, la même émotion, en tout cas pour la nature, qui me traverse moi au quotidien. Donc je pense qu'il y a toujours ça qui se poursuit, ça c'est sûr. Donc effectivement, je vis en campagne, mais pas très loin de Paris, dans un petit village de 500 habitants qui est entouré surtout de champs. Mais il y a des parcelles effectivement de forêt que je traverse plusieurs fois par semaine, notamment par le simple fait que j'ai un chien et que je prends bien soin d'elle. Et elle prend soin de moi en me faisant sortir justement et allant dans ces forêts, et je prends un plaisir incroyable, et c'est une source d'inspiration de dingue pour mon travail. Et
Donc effectivement, j'ai choisi très tôt de dédier toute mon énergie au vivant et à notre rapport avec lui. Donc je travaille surtout les médiums de la sculpture et de l'installation. La notion d'expérience, elle est très, très importante aussi. Je vais un peu chercher à ce que l'expérience avec l'œuvre d'art, elle soit un peu comparable à une nouvelle expérience qu'on pourrait vivre avec le vivant. Donc ça, c'est assez important. Tu veux qu'on démarre? Oui, on peut lancer on va découvrir votre travail. Voilà. Alors, sachant que peut-être qu'on montre déjà la seconde parce qu'elle est évolutive ou on attend. On peut alterner entre les deux à la limite. On montre les deux, voilà. Et donc ça, c'est la suivante. La première étant de 2021 et la deuxième de 2023. Mais je laisse Lélia de dire qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Voilà. En fait, donc cette installation, elle a été réalisée lors d'une résidence qui est organisée par l'association La Simone et Art in Nature. Et donc, elle est à côté de Châteauvillain, pas loin de Troyes, dans le parc national des forêts. Donc, en l'occurrence, c'est un parcours d'art qui s'est créé en partenariat avec l'ONF là-bas également. Alors, cette installation, elle est composée de 7 sculptures, 7 os de peupliers. Des peupliers qui avaient été abattus un an plus tôt sur un terrain agricole en bordure de forêt, que j'ai pu récupérer. Et donc cette installation, elle est très proche d'une zone de forêt intégrale, donc une zone où on n'a plus le droit d'intervenir. Et donc dans ce sens, je trouvais ça très intéressant de venir parler de ce processus naturel de mort et de régénération. Et la mort de l'arbre aussi est quelque chose qui m'intéresse parce qu'elle est très, très mystérieuse. C'est vrai qu'on ne va pas pouvoir dire ok, là, ce chêne vient de rendre son dernier souffle. C'est pas possible. La mort et le vivant peuvent cohabiter en même temps dans un même arbre. Enfin, voilà, il y avait ces choses, ces horizons qui sont tellement loin de nous qu'ils ont besoin d'être explorés et d'être vécus poétiquement. En tout cas, moi, c'est un peu ma réflexion que j'avais eue. Et donc ces 7 os sont là déposés sur ces rochers moussus là, dans cette forêt. Et donc il n'y a aucun traitement dessus. Et en fait, je reviens chaque année pour attester de leur transformation et les prendre en photo. Donc effectivement, là, ils sont bien blancs. Le peuplier a vraiment cette caractéristique en plus d'être très très blanc. Donc l'aspect de l'os est presque là. Et donc la photo d'après, et donc c'est en 2023. Les photos sont prises à chaque fois en début août. Et ce qui était intéressant, c'est que donc là, il n'y a pas la photo de 2022, mais 2022, on a connu une sécheresse très très importante. Et on voyait autour de mes eaux qu'il y avait beaucoup de feuilles mortes. Et que donc les arbres avaient lâché leurs feuilles beaucoup plus tôt que prévu à cause de la sécheresse. Donc ce qui était intéressant, parce qu'en plus, ce travail photographique, même si ce n'était pas prévu, il était aussi témoin de ça finalement. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette pièce, qui me touche beaucoup, c'est que j'ai un peu l'impression d'avoir créé une pièce pour la forêt et pour ces randonneurs qui vont déambuler dans cette forêt, tomber dessus peut-être par hasard et vivre en très forte intimité avec la pièce, parce qu'ils vont être seuls au milieu de la forêt, au milieu de nulle part avec elle. Et ça, je trouve ça assez beau comme expérience. Ange n'arrive pas bien à voir le visuel, mais c'est parce qu'il y a cette magnifique œuvre Ode au JO que nous devions accueillir. Ce n'est pas une critique. La prochaine slide. Ouais. Alors, en l'occurrence, cette pièce, elle est très proche de moi. Elle comporte un aspect qui est assez intime. Ce sont uniquement des éclats de bois que j'ai ramassés sur des zones qui ont été coupées à blanc dans des parcelles de forêt autour de chez moi. Et donc ces parcelles de forêt, je m'y balade très très régulièrement, au point où je sais où poussent les orchidées, où il y a des terriers de blaireaux, où j'ai fait des rencontres avec des chevreuils ou des biches, etc. Je les connais vraiment comme si c'était chez moi, et donc il y a une part de sentimentale très très forte avec ces forêts. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui traversent ces forêts très très régulièrement.
Et donc la vue de ces zones qui avaient été abattues, donc je ne sais pas pourquoi elles ont été abattues encore, mais parce qu'il n'y a pas encore eu d'action sur ces zones-là. Il y a à la fois des terrains privés, à la fois des zones qui appartiennent pour les stocks de gaz dans les Yvelines. Enfin bref, il y a plusieurs acteurs en jeu, mais bref. Et donc mon geste, en fait, ça a été un peu un geste de réparation, où j'ai récupéré ces éclats, je les ai tissés entre eux pour en faire une pièce qu'on puisse porter sur le dos, et qui en même temps faisait un peu comme une fourrure, une nouvelle peau, comme si on avait... Voilà, tu appelais ça la cape? Elle s'appelle la cape, oui. Comme si voilà, on a créé une peau suite à l'abattage de cet animal et là ce groupe d'animaux qui sont tous ces arbres. Voilà. Et il y a une personne qui porte cette cape donc dans la forêt. Tu as fait une performance? Oui, en fait, j'ai fait appel à quelqu'un, donc c'est Hélène Caperna qui est artiste aussi, qui a bien voulu être mon modèle à ce moment-là. Elle a pris ma place en quelque sorte pour rejouer ces gestes de la récolte, du tissage et de porter la cape. Et donc, on est sorti toute une série photographique. Donc ça, c'est la dernière de la série où elle se relève avec la cape. Et en fait, elle disparaît quasiment sous la cape à ce moment-là. On va regarder l'œuvre, un mix d'œuvres. Pardon ? Alors, oui, je vois très bien. Donc, en ce moment, je travaille sur un projet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, le cèdre que vous voyez au milieu, c'est un cèdre de l'Himalaya, auprès duquel j'ai vécu quasi toute ma vie. Parce que oui, j'ai pas beaucoup bougé des Yvelines. Moi, j'ai jamais réussi à vivre sur Paris. Et donc voilà, j'ai vécu auprès de lui pendant très très longtemps. Et en fait, il a dû être abattu il y a un peu plus d'un an maintenant, parce que le terrain a été vendu. Et donc je me suis battue bec et ongles pour ne pas que ça se passe, mais bon, c'était devenu impossible. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tout ce que je pouvais comme matériau de cet arbre, donc son bois, ses cônes, son écorce, son pollen, et voilà, tout son tronc, etc. Et donc, je suis en train de créer tout un corpus d'œuvres autour de cet arbre-là pour lui rendre hommage, en quelque sorte. Moi, répondre à mon sentiment de deuil par la création, parce qu'avec toutes mes pièces, j'ai l'impression de démultiplier l'arbre de départ. Et donc à gauche, il y a une paire de côtes réalisées dans des branches de cet arbre. À droite, il y a c'est un bourrelet cicatriciel, en fait, qui se refermait sur une branche qui avait été coupée, qui ressemble très fortement à un œil. On peut regarder la photo suivante. Voilà, donc là, il y a un diptyque de pollen et charbon. J'ai aussi créé un triptyque là, du coup, derrière le membre. Donc c'est son pollen, donc un monochrome de pollen floqué tout simplement, qui est mis en présence du charbon de son bois. Et à gauche, donc on voit pas très bien, mais du coup ce sont des centaines et des centaines d'ailes de graines de cèdre. Et donc toutes ces ailes créent une autre forme de monochrome qui joue avec la lumière. Et en fait, ça me fait penser un peu à ces envolées de migration de papillons monarques qui font des grappes de papillons aussi légères, mais qui font des kilomètres et des kilomètres. J'ai récupéré du coup toutes les graines de cet arbre que j'ai semé, en tout cas que j'ai semé là en partie. Il y en a 300 pour l'instant qui ont germé. Et donc c'est un projet au long cours parce que je vais en prendre soin pendant les prochaines années à venir. Et donc elles vont faire l'objet d'un nouveau projet en tout cas. Mais en tout cas cette régénérescence que je vois là de cet arbre, ça me donne une énergie et une force vraiment incroyable. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Et on peut faire le lien avec un autre artiste allemand, Joseph Beuys, qui justement avait fait ce geste de planter des chênes à la Documenta, et des artistes, Ackroyd à Narvé, qui récemment se sont dit eh ben, on va continuer ce geste. Donc on sait que voilà, le fait, on pense aussi à Fabrice Hibert qui était ici dans une table ronde précédente et qui a semé une forêt à l'époque où le fait de semer était
très incongru comme moyen de créer une forêt. Et justement, c'est cette expérience qu'il partage aujourd'hui à l'ONF, sachant que dans la manière dont il a semé, il y avait une immense diversité d'espèces qui aujourd'hui sert aussi d'exemple à examiner en termes d'adaptation au réchauffement climatique. Et quand il a fait ça il y a plus de 30 ans, il n'avait pas spécialement le réchauffement climatique en tête, mais ce geste s'est avéré être extrêmement instructif de ce point de vue-là. Donc Ange, ça, voilà, bon, nous on a une particularité, c'est qu'on n'a pas des images que l'on fait défiler, on a un film. Pouvez-vous nous dire donc quel est ce film? Et puis on va vous écouter tout en regardant justement ce film. D'abord, bonjour et merci Alice de m'avoir fait partager ce moment avec ces artistes que j'estime beaucoup et qui m'apprennent aussi beaucoup. Oui, on peut envoyer la vidéo. Alors moi, je suis un peu hors sujet. Je commence par la mer. En fait, tout à l'heure, on a précisé que j'habitais en Corse, une grande partie de l'année, et j'habite sur un promontoire dans un petit village où je vois en continu la mer, et derrière ma maison, il y a une très très grande forêt de chênes. Donc je cohabite entre les chênes et la mer, et je tenais à montrer voilà, mon premier regard naturel en tant qu'insulaire sur la nature. On peut baisser le son, a été la mer. Et aussi, ce que j'aurais voulu dire, c'est que j'ai jamais réussi à filmer la mer depuis la Corse. C'est après un séjour au Japon, où la civilisation shinto fait que la nature est déifiée. À mon retour, j'ai vu en Corse différemment et j'ai pu faire la mer. Voilà, cette vidéo. Là, je suis à la Villa Médicis en 1981 et je suis entouré de la mythologie gréco-romaine. Et le seul repère, le seul espace de liberté que j'ai trouvé, ça a été de cohabiter. Vous pouvez baisser la musique, hein, c'est pas la peine. Ça a été Ça va bien avec Ange, je trouve, ce fond musical. De cohabiter avec les arbres, les pins de la Villa Médicis. Voilà, j'ai entamé tout un dialogue, donc c'est des vidéos qui datent de 1981, où j'amène l'arbre à l'éblouissement, à la disparition, une espèce de respiration voilà, que l'on voit. Et je lui ai dit c'était mon refuge, c'était ma façon de me réinventer, de communiquer, de m'accrocher à quelque chose qui était un vrai territoire et pas du tout un territoire codifié. Donc on allait toujours voilà, c'est encore des points de vue sur les arbres de la villa. Ça, ce sont des vieux films Super 8 où le sujet était toujours ces pins qui ceinturaient la Villa Médicis. Essayer de comprendre le langage des branches, des arbres, qui pour moi, à un moment donné, était aussi une calligraphie, une écriture. Et voilà, essayer de trouver un sens, essayer de comprendre cette écriture qui m'échappait. Hein.
voilà, quand je parle d'écriture, c'est plutôt ce genre de travaux. Donc c'est des vidéos qui datent du début des années 80, où je fais exister là, ce maillage de branches, de respiration, de la pellicule aussi. On me voit dans mon atelier ouvrir la fenêtre de mon atelier, et quand j'ouvre la fenêtre, on voit le sujet, enfin on voit ce pain qui était pour moi mon alter ego. Enfin, quand je dis mon alter ego, c'était l'élément avec lequel je dialoguais, avec lequel je parlais en continu. Et j'ai eu cette chance magnifique d'avoir mon atelier dans l'axe du pain. Et tous les matins, je lui parlais. Et malheureusement, ce pain a été coupé puisqu'il était atteint d'une maladie. Il n'existe plus. Et voilà, c'est... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, chère Alice. Ça me fait penser à ce que disait Lélia, justement. C'est avec les souvenirs des arbres qui ont compté pour l'un et l'autre. Donc ce sont des installations vidéo, bien sûr, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On s'est projeté sur des écrans et puis après le spectateur passe devant, s'arrête un instant ou disparaît. Enfin, voilà, c'est des images à méditer. Alors là, c'est autre chose, c'était une autre symbolique par rapport à la nature. Alors là, on est dans une nature très codifiée puisque ce sont les jardins de Monet à Giverny. N'oublions pas que Monet construit son jardin en pleine guerre 14-18, et le seul espace, lui aussi le seul territoire avec qui il se sentait vraiment, enfin, auquel il avait confiance, finalement, ce n'était plus les hommes, ce n'était plus les êtres humains, mais simplement ce jardin qu'il avait construit. Voilà, là j'avais été invité au Louvre à Abu Dhabi, il y avait une expo sur Monet, et on finissait avec une installation que j'ai réalisée en allant filmer dans les jardins de Monet. J'avais mis une vidéo de Monet en train de peindre en boucle, donc il était enfermé à l'intérieur de son dispositif. Voilà, j'ai filmé à ma façon son jardin. Voilà, ça c'était une autre phase de l'installation. Et là, disons, les arbres, la forêt réexistent dans le reflet, là aussi comme sujet, comme élément important. Donc c'était un film qui durait à peu près 1 heure, je partais du point le plus éloigné du jardin de Monet et j'arrivais jusqu'à sa maison. Voilà, ça c'est la forêt qui est juste à côté de chez moi, en Corse, que j'ai filmé des jours de tempête, où les arbres s'entrechoquent, les arbres se bousculent les uns les autres.
voilà, presque se parlent, se battent, jouent ensemble. Il y a une vitalité, il y a un côté Jackson Pollock aussi qui m'intéresse. Enfin, il y a ce côté presque driving, hein, qui est un peu rehaussé par le fait que j'ai filmé en Super 8 avec des vieilles pellicules, dont l'image est un peu altérée. Et ça, voilà, c'est des films que j'ai fait beaucoup de films sur ces arbres. Là, notamment ce film, il est montré en continu au musée ethnographique de Genève, où on a associé mon film avec des sons, des musiques de tribus primitives. Ce sont des premiers enregistrements qui ont été faits dans les années 30 par des ethnologues. Et voilà, il y avait une relation entre le son de ces Indiens primitifs avec la forêt. Là. Il y a un côté chamanique aussi, hein. Lorsqu'on passe du temps à regarder, c'est un peu comme, pour moi, c'est pour ça que j'ai mis la mer aussi, regarder la forêt ou la mer, pour moi c'est presque la même chose, hein. Surtout de ce point de vue, comme il y a pour ainsi dire des vagues, il y a une façon de se plier, de se renouveler, de se courber face au vent et de se redresser, de se réinventer en continu. On peut passer peut-être à l'image suivante, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. En attendant qu'elle arrive, pourquoi la vidéo comme médium principal ? Parce que moi, je cherchais un médium qui pollue le plus. Non, alors attendez, après je dirai plus, je te répondrai. Ça, c'est une performance qui date de 1973. Il y a eu un incendie, justement, la forêt qui a repoussé, heureusement depuis, que j'aimais beaucoup, a brûlé. Et je suis allé faire une performance. Je suis tout nu dans les cendres et je me lave avec les cendres de cette forêt qui a brûlé. C'est un peu, là aussi, je parlais de chamanisme tout à l'heure. Je suis en train de me répandre cette cendre sur moi, sur mon corps, de la mettre sur ma tête. Enfin, vraiment, je peux employer le terme laver et faire corps, faire on peut la montrer, il n'y a pas de mineur. Et cette disparition t'avait beaucoup affecté ? Ah oui, ça m'avait beaucoup affecté et voilà, je voulais en faire œuvre. Enfin, je voulais faire. À l'époque, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais voilà, c'était quelque chose de performatif, de quelque chose de. Je pense que ça dure longtemps, c'est une boucle, on peut l'arrêter et passer à l'image suivante. Après, je te répondrai à la question que. Et la dernière image, ça c'est une œuvre qui date de 1988 au Japon. Donc j'ai voulu opposer deux temps. Le temps de l'économie, ces petites camionnettes irriguent toute l'économie du Japon, c'est elles qui font les livraisons, c'est elles donc il y a l'idée de croissance, de rapidité, de distribution. Et je voulais l'opposer avec le temps de la nature,
le temps de la nature qui est très long, qui est beaucoup plus long. Et j'ai mis presque dans une attitude zen, où les deux camionnettes sont dos à dos, et avec cette forêt, ce chargement de nature comme chargement. Et voilà, elles ne peuvent plus partir parce qu'elles sont soudées par cette forêt. Et en même temps, on sent que c'est essayer de réunir deux temporalités presque antagonistes. Voilà, ça suffit. Alors, on posait la question de la vidéo, mais sinon, moi j'ai remarqué, vous connaissant un tout petit peu, oui, que vous avez aussi un mode de vie extrêmement écologique. Vous êtes végétarien. Non, je suis végane, c'est pas pareil. Vous êtes végane. Et vous êtes, voilà, vous vous appliquez vous-même aussi un certain nombre de contraintes. Non, ce ne sont pas des contraintes. Non, j'allais pas dire de contraintes, non, mais voilà, une manière de vivre qui justement va vous permettre de vous sentir davantage relié encore avec le vivant, avec la nature. Je ne pense pas que je théorise, que je me dise il faut que je fasse ça ou ça. Ce sont des choses qui sont venues d'une manière naturelle. Et je pense qu'elles fonctionnent quand elles viennent naturelles. Mais je suis très, très indulgent pour les personnes qui ne fonctionnent pas aussi comme moi. Enfin, je tends, j'essaye d'expliquer, je sais pas, que manger de la viande, il y a du transport, il y a la chaîne frigorifique d'un beefsteak consomme en CO2, je ne sais pas combien de tonnes de CO2, voilà. Mais ça, je l'ai fait naturellement. Moi, je préfère que je réponde à la question pourquoi la vidéo. La vidéo, parce que je ne voulais pas laisser, en tant qu'artiste, l'utilisation des images qui bougent, de l'image télévisuelle aux médias, aux grands groupes télévisuels. Je trouve que l'artiste doit aussi se préoccuper, s'accaparer ce médium et démontrer qu'on peut faire autre chose avec. Voilà, ça, je fais ça depuis les années 70, donc pour moi aussi, il y a une continuité. Enfin, je me pose, mais ça n'empêche pas de faire des photos, des installations. L'époque dans laquelle on vit, on le voit avec les autres artistes, on peut faire de la vidéo, on peut faire une installation, on peut faire une peinture, on peut faire une sculpture. Enfin, l'artiste pense et peut matérialiser sa pensée à 360 degrés. Aujourd'hui, on est complètement libre, on peut faire une céramique, on peut faire une photo, un dessin dans la même exposition, un film. Enfin, moi, je ne me sens pas emprisonné ou clos à l'intérieur d'un médium. Merci beaucoup. C'est le moment où Fabienne rend sa copie, d'une certaine façon. La preuve est, toutes les notes éparses que je vais essayer de retrouver dans l'ordre. Voilà, on va peut-être juste montrer les trois images. Voilà, donc l'exposition de Théodore Rousseau en ce moment au Petit Palais. On a voilà, des extraits d'œuvres, 3 extraits, que vous sachiez à peu près de quelles œuvres et de quel artiste on parle. On a 3 œuvres. On va les passer comme ça. On voit de quel point de vue Fabienne va parler. Encore une suivante. On va peut-être rester sur celle-ci. Voilà, et on va vous écouter. Et après on donnera la parole à la salle. Merci beaucoup. Alors, merci à ces 3 artistes. Je suis tellement heureuse de rencontrer des artistes vivants. C'est un vrai bonheur quand des collections de mon musée s'arrêtent en 1920. Ils sont quasiment tous décédés.
Néanmoins, ce qui m'a frappé dans cette présentation, c'est les temps ont changé depuis Rousseau, mais le rapport des artistes à la nature s'inscrit dans une permanence, en fait. Et j'ai noté par rapport aux présentations des uns et des autres des mots qu'on retrouve chez vous et qui sont précisément aussi ce qu'on trouve dans la démarche de Rousseau, dans sa manière d'être un artiste, dans sa manière d'être un artiste qui traite de la nature et dans sa manière finalement d'être au monde. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé tout de suite, c'est bien sûr et c'est bien le principe qui anime nos artistes, c'est l'hypersensibilité, la sensibilité à cette nature qui vous touche, ce lieu qui est pour vous aussi comme un refuge. J'ai entendu au moins 2 fois ce mot-là. Rousseau, lorsqu'il s'installe en 1847 en forêt de Fontainebleau à Barbizon, juste à la lisière de la forêt, va y prendre refuge, va y trouver refuge pour fuir ce monde qui l'effraie un peu et dont il ne veut pas suivre les règles. Il y a un autre mot qui est celui aussi de l'immersion. Vous vivez dans la nature. Niels marche beaucoup dans la nature. Notre ami Théodore Rousseau était amené parfois par monts et par bois. Hein, c'est le titre d'un des textes qui a été écrit par son ami Théophile Thoré et qui raconte une promenade que font les 2 hommes dans la forêt. Théodore Rousseau faisait facilement 30 km chaque jour à la recherche du motif, à l'écoute. Il dit qu'il entendait la voix des arbres. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez vous, c'est cette connexion, cette sensibilité qui vous connecte à la nature. Cette connexion aussi qui est de l'ordre d'un rapport qui est tout à fait primaire à la nature. Comme dit Ange, je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça en gros. J'ai ce rapport-là dans ma façon d'être, dans ma posture d'artiste. Chez Niels Soudo, on a aussi cette manière d'être dans la nature comme on respire, c'est une évidence. Pour vous aussi, Lélia. Et il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience aussi, qui est quasiment de l'ordre du divin, d'une connexion effectivement à quelque chose de mystique, qui est aussi quelque chose qui est très fort chez Rousseau, puisqu'on a un artiste qui, à cette époque-là, va se plonger dans une nature avec une vision héritée du romantisme. On pense d'ailleurs au romantisme allemand, hein, qui est quelque chose qui va beaucoup imprégner l'art, et c'est un choix qui va être fait par certains artistes français au 19e, ce rapport très, très viscéral, mais très sacré aussi à l'art. Et ça, on trouve ça chez Rousseau. Je crois que je ne vais pas vous égrener tous les points communs que vous avez avec Rousseau. Peut-être qu'il y a un peu de Rousseau en vous et c'est tant mieux. Moi, je vous invite à découvrir cet artiste parce que c'est vrai que c'est un artiste qui a été un petit peu oublié parce qu'il a été balayé peut-être par la génération d'après, la vague des impressionnistes, hein, qui se répondait. D'ailleurs, Monet adorait Rousseau et s'est répondu du travail de Rousseau. Allez voir cet artiste parce qu'il nous parle effectivement de cet ancrage important. Nous avons choisi de présenter cette exposition aujourd'hui en finissant sur son grand combat dont je parlais tout à l'heure et qui est une manière de nous questionner sur notre rapport à la nature. Alors c'est vrai que les artistes, je pense, sont une manière de nous apprendre, de nous montrer quel rapport on peut établir à la nature. Voilà, je vous invite juste à venir. Merci beaucoup. Et c'est vrai que dans l'association Art of Change 21 que je représente, je vois aussi qu'il y a Stefano Vendramine dans la salle, directeur des opérations, des programmes. Et donc, nous, on essaie de, alors au-delà de la forêt, dans un rapport plus large aussi à l'environnement et maintenant aux enjeux environnementaux qui les traversent. Donc, que ce soit des questions aussi de climat, de chute de la biodiversité, de pollution. On essaie toujours de mettre en avant les artistes qui travaillent sur ces sujets, qui les portent, et on essaie aussi de les accompagner dans la manière dont ils vont pouvoir aussi réduire leur propre impact environnemental à travers notamment le prix Art Éco-Conception. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à l'époque de Rousseau, il n'y avait peut-être pas cette notion de l'impact de j'envoie mes tableaux en avion à l'autre bout du monde et les cimaises et ceci et cela. Mais entre-temps, il y a un secteur de l'art qui a explosé autour de l'artiste. Et aujourd'hui, la question, c'est aussi, quand on a une démarche environnementale en tant qu'artiste, eh ben, quelle place on va pouvoir trouver déjà dans un secteur de l'art qui, lui, va avoir aussi ses impacts, ses fonctionnements,
sa propre trajectoire aujourd'hui vers la transition écologique et comment on va aussi trouver sa place peut-être en dehors de ce champ-là. On voit que beaucoup d'artistes travaillent justement directement in situ. On a vu avec Niels Udo des œuvres justement qui sortent totalement du cadre voilà, de ce que pourrait être un musée spécifiquement, avec justement des interventions dans l'espace public, dans la nature. Et je pense qu'on est à un moment donné où l'artiste à faible empreinte, à la manière de Théodore Rousseau, n'existe plus vraiment dès lors qu'il a une présence internationale et qu'il est pris comme ça dans un système d'exposition, de projet, et que nous, on peut témoigner on a eu 356 dossiers de candidature de cette demande très forte, et notamment de la part des jeunes artistes, pour se dire, mais finalement, comment est-ce que je peux concilier le fait d'être engagé sur ces sujets dans mon travail et en même temps de pouvoir réduire aussi, voilà, sans renoncer à être vu, reconnu, apprécié, mais comment je peux limiter cet impact dans un monde qui, c'est un petit peu ton œuvre au Japon, hein, avec les camionnettes, eh ben, a installé cette contradiction forte entre des modes de vie très carbonés, avec de l'artificialisation des sols, avec beaucoup de choses qui, voilà, qui vont être négatifs en matière d'environnement, tout en offrant des possibilités voilà, nouvelles. Donc nous, depuis plusieurs années, on est autour de ces enjeux-là, et aussi le rôle de l'artiste pour un plaidoyer, dans le cadre de Théodore Rousseau, des artistes qui vont s'impliquer aussi et sortir du champ de l'art pour porter, voilà, pour porter aussi des messages en faveur de la protection de l'environnement. Voilà, donc ça c'était pour vous donner aussi un petit contexte sur le fait qu'Art of Change 21 soit aussi au cœur de ces sujets. Et pour nous, et alors là je retourne à notre table ronde, pour nous on a justement ici des illustrations extrêmement riches, extrêmement diverses, et ce qui est très chouette par rapport aux années précédentes où on n'avait pas ce regard de l'histoire de l'art, et ben de voir la continuité, de voir voilà, quelque chose qui se perpétue, y compris dans le courage, y compris dans la sensibilité. Et voilà, donc on est très encouragé par tous ces échanges. Mais je parle trop, je vais donner la parole à la salle qui a sûrement des questions. Voilà, le micro vient à toi. Bonjour. Justement, je trouve que ce qui vous regroupe, c'est une notion de cueilleur, en accord avec les formes de la nature, quelque chose avant les mégalithes, quelque chose qui soit dans l'éphémère, et qui considère du coup le mouvement du bois et c'est très différent de l'homme moderne qui ne construit que des choses pérennes. Et du coup, c'était pour savoir si vous vous ressentiez comme un nomade ou comme des tribus primitives intégrées et du coup proches d'une forme d'animisme ou de, comment dirais-je, d'admiration de la forme végétale, de ses équations, parce que je pense que ce qui vous traverse tous les trois, c'était le bois, qui a une forme et un processus éphémère. C'est toute la civilisation aussi qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire les premiers hommes utilisaient des choses qui étaient périssables. Et du coup aussi, il y a cette notion assez paradoxale par rapport à l'art qui se veut
rester dans le temps, le patrimoine. Là, un certain nombre de vos œuvres n'existent plus. Enfin, je pense à Monsieur Udo. Il y a beaucoup de vos œuvres qui ont disparu avec le temps. Et ça joue aussi sur le paradoxe de la conservation de l'art. Donc du coup, c'est assez humble par rapport à des humains d'avoir un tel comportement dans la nature. Si aujourd'hui on doit se remettre en cause aussi, c'est dans la dynamique du vivant et du périssable. Du coup aussi, la question c'était, est-ce que vous imaginez le périssable aussi comme important dans votre œuvre? Ce qui est paradoxal sur l'art. Voilà. Alors, il y avait beaucoup de questions et je me permets, tu ne vas pas être content de ma synthèse pour Nils Udo. Moi, en tout cas, il y a un mot que j'ai trouvé intéressant et puis je pense que Lélia et Ange auront envie de répondre. Est-ce que vous vivez, par exemple, comme un nomade? Est-ce que vous avez l'impression aussi d'avoir des points communs avec ces premières civilisations qui vivaient justement près de la forêt, qui s'exprimaient aussi avec les moyens périssables qu'est le bois? Et est-ce que vous-même vous sentez dans une forme de nomadisme proche de ce qu'auraient pu être nos premières civilisations? J'ai mal résumé, pardon. C'est à peu près ça? Alors, écoutez, je suis et je travaille très près. Je suis et travaille quotidiennement très près avec et dans la nature. Donc pour moi, c'est un sentiment et une raison d'être qui est devenue la mienne depuis des décennies. Hein, que je sois plus proche de nos précédents. Peut-être, mais je voudrais vous dire un autre point qui m'importe beaucoup. Moi, je dois vous avouer que je suis un peu déçu parce que je suis venu, parce que je croyais qu'ici, nous allons non seulement vivre et plutôt parler autour et avec notre petite vie d'artiste qui est tout de même une vie d'artiste très limitée par rapport à toute l'immense grandeur de la société. Et moi, j'aurais cru que nous allons aujourd'hui pouvoir apporter un tout petit peu au moins. Qu'est-ce que nous pourrions faire comme artistes pour aider un peu à ce que la société et les politiques surtout s'engagent davantage pour protéger cette forêt pour laquelle nous sommes aujourd'hui là? Ça, c'est le point crucial qui me touche le plus. Parce que quand je suis dans la nature, ou ce qui m'arrive quotidiennement, pratiquement, je vois quotidiennement l'appauvrissement et la destruction de la nature tout autour de mon village et partout où je suis, dans d'autres pays aussi d'ailleurs, bien sûr. Autour du monde, je vois ce qui se passe avec les paysans qui empoisonnent leurs terres avec toutes sortes d'engrais, un truc, et vous savez de quoi je parle. Hein, Et par exemple, dans notre région, la forêt est extrêmement en danger, c'est-à-dire la presque totalité des espèces d'arbres sont malades, vraiment gravement malades. Mais alors, qu'est-ce que nous pourrions faire? Je vois par exemple, dans nos forêts en Haute-Bavière, nous avons beaucoup trop de gibier dans les forêts, beaucoup plus qu'autrefois. Il est prouvé par des personnes sérieuses que jamais les forêts bavaroises avaient vu autant de gibier comme aujourd'hui. C'est-à-dire les jeunes, on les appelle comment Attends, il faut que je regarde. Alors je donne quand même des éléments d'espoir sur cette question de l'action et on a des associations comme l'association des artistes qui se fédèrent autour de l'association de Francis Allais. On a aussi Green Line Foundation qui regroupe des artistes autour de la forêt. On a, en tout cas à l'échelle française, quelques initiatives dans lesquelles sont mobilisés les artistes. Il y a aussi certains artistes qui cèdent une partie de leurs revenus aussi à des programmes de conservation. On pense à un artiste aussi basé en Allemagne qui
qui donne beaucoup de ses budgets artistiques pour des programmes de reforestation et de préservation, qui est Julian Charrière. Et il y a aujourd'hui une artiste américaine qui s'appelle Hayley Maylin, qui a créé Art to Acres, qui collabore avec aussi beaucoup d'artistes de manière à leur permettre de participer, en Amérique du Sud notamment, à des programmes de préservation. Donc aujourd'hui, il y a la menace des forêts autour des lieux d'habitation, mais il y a des dispositifs pour les artistes engagés, au-delà de leur travail, pour collaborer. Et moi, il me semble qu'on est à un moment donné où il n'y a pas ce sentiment d'isolement possible. Tu témoigneras, Lélia, sur ce sujet, dans la mesure où au contraire, et nous-mêmes, chez Art of Change 21, avec l'Office français de la biodiversité, on avait travaillé sur ces sujets-là dans le cadre du congrès de l'IUCN, et il y avait en lien aussi avec la participation de la société civile. On s'aperçoit à notre niveau qu'il y a de plus en plus d'opportunités de collaboration. Le Fonds Agir pour la forêt avec Fabrice Hibert, c'est aussi un dialogue avec les artistes où les artistes contribuent énormément à accompagner l'ONF et permettent aussi d'inspirer, de tester des nouvelles pratiques. Donc, Nils Udo, je comprends votre sentiment, il est absolument légitime, mais je voudrais pas que vous partiez sur une note de désespoir par rapport à ça, totale. Il y a aujourd'hui des artistes qui trouvent le moyen d'aller au-delà, et c'est souvent en allant au-delà du cercle de l'art pour contribuer. Et justement, l'ONF collabore avec ces artistes-là dans ce but-là, de voir par rapport aux enjeux du réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je vois Serge Auru arriver, le grand mamamouchi du lieu, qu'on salue. Président de l'Académie du climat. Oui. Mais vous vouliez terminer sur la description de ce qui se passe autour de vous? Ce que je voulais dire encore, c'est que chez nous, les forêts hébergent un très grand nombre de chevreuils, comme l'histoire ne l'a jamais vu. Ça, c'est prouvé, c'est sûr. Et qu'est-ce que nous faisons? Rien. C'est-à-dire, voilà ce qu'ils font les paysans autour de nos villages, par exemple. Au lieu d'intervenir contre les chasseurs, parce que les chasseurs devraient chasser et tuer beaucoup plus de chevreuils pour éviter que les jeunes pousses des feuillus soient mordus et mangés par les chevreuils. Donc, ou alors, voilà ce qu'ils font. Ils fixent sur les jeunes pousses des trucs en matière plastique, en couleur rouge, bleue et jaune. Et c'est une forêt de matière plastique qui se crée actuellement dans nos régions. Et alors, le pire, c'est ce qui se passe actuellement quand un propriétaire de forêt, ce qui est bien sûr une très bonne chose, mais voilà ce qu'ils font. Ils plantent chaque petit arbre dans un tuyau en matière plastique. Alors, une telle forêt devient une forêt de matière plastique horrible. Je pourrais vous montrer des photos. C'est devenu une coutume très répandue dans nos régions. Je me demande ce qui se passe ici en France, mais chez nous, c'est catastrophique parce que ça détruit les derniers restes d'une forêt encore plus ou moins un peu naturelle. Des tuyaux, on met vraiment un jeune feuillu dans un tuyau en matière plastique de cette hauteur environ pour empêcher que le chevreuil commence à croquer les jeunes feuilles. Voilà ce que c'est. Au lieu de chasser, au lieu de convaincre les chasseurs enfin de prendre leurs responsabilités et diminuer les chevreuils qui sont extrêmement, beaucoup trop grands dans nos forêts. Oui, mais
Mais il faudrait éveiller la conscience de tout le monde, de la population. Voilà. Avant peut-être que Lélia réponde rapidement, la question n'est peut-être pas celle de la chasse, mais on sait que quand les chaînes alimentaires, donc quels sont les grands prédateurs manquants, il y a peut-être une réflexion beaucoup plus en amont à conduire qui explique cette... je veux dire, le chevreuil est aussi, voilà, peut-être la victime, mais non coupable de cette situation qui devrait engager peut-être des réflexions plus grandes sur les écosystèmes dans leur ensemble. Et on sait qu'on a, dans la chute de la biodiversité, un certain nombre de phénomènes qui expliquent l'explosion d'autres. Donc c'est aussi une réflexion beaucoup plus large sur les espèces dans un milieu donné. Mais je vais demander à Lélia, et puis on me fait signe qu'il va falloir bientôt arrêter. Lélia et Ange, par rapport à ce que notre ami a dit, si vous voulez rebondir sur d'autres parties ou compléter ce qu'a dit Nils Oudo, sur cette question, par exemple, de l'engagement de l'artiste, sur ce qu'il peut faire concrètement. Tu choisis, tu peux répondre à plein de questions. Il y avait beaucoup de choses... Oui, je pense que l'artiste, en tout cas, ce qu'il peut apporter, c'est vraiment un regard donc poétique sur ce qui se passe. Mais en fait, je me rends compte que dans mes expositions, vu que je m'appuie pour la création de mes pièces sur des faits scientifiques, en fait, des nouvelles découvertes qu'on fait en biologie, par exemple, sur l'arbre, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger, qui sont absolument fascinantes, qu'on n'a pas besoin d'ailleurs de forcément déifier ou passer par de l'animisme pour le rendre incroyable. En fait, ces choses incroyables, elles sont déjà contenues là, dans l'arbre qui est là devant. Et donc, en fait, je me rends compte que je me retrouve à faire beaucoup de pédagogie, finalement. Je parle beaucoup de mes pièces. Pour expliquer mes pièces, je veux déjà expliquer comment un arbre pousse, comment il est relié à tout ce qui vit autour de lui, comment est-ce que... il apporte tous les nutriments et la matière organique à tout ce qui vit autour. Enfin, je fais beaucoup de pédagogie. Ça peut être quelque chose là-dedans. Après, outre le fait que forcément les pièces apportent un regard sensible qui est absolument capital pour regarder, avoir ce regard changé sur le vivant et, comme je disais, en faire de nouvelles expériences en fait, qui nourrissent en fait, vraiment notre relation avec le vivant. Oui, enfin, moi, si je devais conclure par rapport à la question, même par rapport à la question du politique, je pense que moi, je suis contre l'artiste qu'il aille dans des niches qui ne soient pas celles de son milieu naturel. Moi, je pense qu'un artiste, il faut qu'il fasse l'artiste, il faut qu'il montre son travail, parce que moi, je considère la forêt, je considère mon espace de nature ou mon atelier, oui, tout ça comme un atelier, mais pour que mon œuvre vive, il faut qu'elle soit vue, c'est-à-dire que c'est comme un écrivain, il écrit un livre, mais s'il n'est pas lu, et il y a des codes. Pour lire un livre, il faut aller l'acheter dans une librairie, il faut, je sais pas, y avoir accès, je sais pas, par Internet et tout. Donc notre travail, il faut le montrer humblement dans des lieux qui sont faits pour la restitution de nos œuvres. Et aussi, après, ces lieux sont peut-être à réinventer, c'est pas les lieux officiels qui existent aujourd'hui, c'est bon. Mais il faut appeler un chat un chat. Nous, on fait de l'art et il faut qu'il y ait des lieux de monstration pour l'art, pour qu'on puisse y avoir accès, parce que nous, on est comme des philosophes, on transmet des messages, il faut avoir la générosité de ne pas les garder pour nous ou de ne pas les garder dans un micro-milieu, de les donner à tout le monde. Et moi, je suis pour que ça soit diffusé, pour que ce langage... je parle de philosophie, des langages émotifs, langage peut-être social, ou aussi du côté de la biologie, de l'information de la diversité, mais il faut y avoir accès. Il y a un coin corse là qui se crée, hein. Faut faire attention, il faut les surveiller tous les deux, Serge et Ange. Je ne connais pas le ce coin monsieur. corse, là. Faire attention, là. Je déteste alors, une autre question, et puis voilà.
Ou si on peut prendre les deux questions et puis on essaiera de répondre rapidement parce que Anne me fait signe que nous dépassons déjà l'horaire. Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est pour répondre à Niels Udo qui faisait part un peu de sa déception. Moi, ce que je voulais dire, c'est que merci pour votre travail magnifique à tous les trois, parce que pour les activistes que nous sommes, votre travail vient nourrir notre lutte, parce qu'en fait, on se bat pour défendre ce qu'on aime et comprendre. Moi, mon amour de la forêt, je le comprends en voyant vos travaux, par exemple. Ça vient nourrir mon amour et ensuite, ça vient nourrir ma lutte. Ce que je voudrais juste suggérer en échange, c'est que vous sortiez de vos ateliers et que vous veniez rejoindre nos luttes, que vous apportiez votre notoriété pour venir soutenir les luttes. Par exemple, le groupe national de sauvegarde des arbres de Thomas Braille, les écureuils qui sont perchés dans des arbres pour défendre les platanes d'alignement contre la construction de cette autoroute idiote A69. Moi, je ne vois pas beaucoup d'artistes qui mettent leur notoriété au service de ces luttes. Et c'est fondamental parce que, en fait, les arbres n'ont personne pour les défendre. Vous êtes... voilà, j'ai adoré votre travail qui célèbre le pin de la Villa Médicis, le cèdre. Voilà. Parce qu'on a de la peine quand des arbres disparaissent de nos paysages, on en a de la peine. Et votre travail rend hommage à ces arbres. Mais ce serait super de lutter de toutes nos forces pour que plus aucun arbre ne soit abattu et que les artistes viennent rejoindre tout simplement nos luttes et tout simplement ce groupe national de sauvegarde des arbres de Thomas Braille et des écureuils qui font un travail extraordinaire. Le fait d'être ici, c'est déjà un signe. Enfin, c'est déjà... On a mis un pied dans... Mais excusez-moi, mais moi je pense que ce qui est important, c'est que l'on fasse des œuvres qui parlent de ça. Bon, merci beaucoup. On a partagé un moment. On a pu aborder ce qui tenait à cœur aussi à Niels. Et merci. Et si vous voulez une invitation pour aller voir Rousseau. Oui. Donc je vous invite tous maintenant à aller voir l'exposition Théodore Rousseau, à continuer de suivre le travail de Lélia Demoisy, Niels Udo, Angela Chia, et puis bien évidemment de suivre toutes les activités de l'ONF en lien à l'art, mais pas que, et notamment tout ce qui vous est proposé ces jours-ci à l'Académie du Climat. Merci à tous.